La poussière ne retombait jamais au relais de Red Rock. Les diligences y passaient en trombe 3 fois par jour, et des cavaliers arrivaient à toute heure. Ils avaient besoin de montures fraîches pour la route du Pony Express. Cette route traversait le territoire du Nevada comme une ligne de vie vers la civilisation. Nora Emerson, âgée de 19 ans, y travaillait depuis 8 mois maintenant. Elle était là depuis l'accident de son père. Il ne pouvait plus s'occuper seul des chevaux. Elle avait appris à lire le rythme des sabots, comme d'autres jeunes filles lisaient de la poésie. Ce matin de juillet 1862, la chaleur était accablante. Elle tirait de l'eau du puits quand elle remarqua pour la première fois cette habitude. Le même cavalier, la même jument alezane avec une liste blanche, à la même heure chaque après-midi, depuis une semaine. La plupart des cow-boys du circuit changeaient d'itinéraire ou d'horaire, mais celui-ci arrivait avec la précision d'une horloge à 2h30. Il restait juste assez longtemps pour changer de cheval et boire une louche d'eau. Puis il repartait vers l'est en direction de la colonie mormone. Nora posa le seau et s'essuya le front avec sa manche. Elle plissa les yeux face au soleil implacable du Nevada. Las Vegas n'était guère plus qu'un amas de bâtiments en pisé et de tentes. Ils étaient disséminés le long de l'ancienne piste espagnole. La ville avait été établie seulement 8 ans plus tôt comme un fort mormon, puis elle fut abandonnée et lentement repeuplée, par un mélange d'éleveurs, de mineurs et d'opportunistes. Le relais se trouvait à la périphérie. Il était stratégiquement positionné là où le désert commençait à céder la place aux broussailles, et les montagnes se dressaient, violettes, au loin. Son père, Thomas Emerson, sortit de l'écurie. Il tenait une bride qui avait besoin d'être réparée. Sa jambe gauche traînait légèrement. C'était le souvenir permanent d'avoir été écrasé entre un cheval effrayé et la clôture du corral. C'était un homme de 43 ans, buriné par le temps. Il avait passé toute sa vie d'adulte à travailler avec les chevaux. D'abord dans le Missouri, puis il avait suivi les opportunités vers l'ouest. C'était après la mort de la mère de Nora, emportée par le choléra 5 ans plus tôt. Le jeune Appleton qui repasse, demanda-t-il. Il désigna du menton le nuage de poussière qui approchait de l'ouest. Ce n'est pas le jeune Appleton, dit Nora. Elle regardait le cavalier se matérialiser dans le mirage de chaleur. C'est quelqu'un de complètement différent. Alors que le cheval et le cavalier se rapprochaient, Nora a pu distinguer plus de détails. L'homme était à l'aise en selle, malgré ce qui devait être des heurts de chevaucher. Il portait de la tenue typique des cow-boys. Des jambières en cuir usé, une chemise bleue délavée, sombre de sueur, et un chapeau à large bord, tiré bas sur son front. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger avec le cheval, comme s'il ne formait qu'une seule créature. Cela attira son attention. Il arrêta son cheval au poteau d'attache et descendit en un seul mouvement fluide. Quand il leva les yeux, Nora se retrouva à fixer des yeux de la couleur du ciel juste après l'aube. Cette nuance particulière de bleu qui promettait une belle journée. « Bon après-midi », dit-il. Sa voix avait un léger accent traînant qui suggérait le Texas ou peut-être l'Oklahoma. « J'ai besoin d'une monture fraîche. Je me dirige vers la colonie de Meadows. »« Nous en avons 3 de disponibles, » répondit Nora. Elle se força à détourner le regard et à se concentrer sur le travail. « Jusqu'où allez-vous? Encore 20 miles aujourd'hui. Il me faut quelque chose d'endurant. » Thomas s'était approché en boitant, évaluant la jument fatiguée. « C'est une bonne bête, mais vous l'avez fait travailler dur. »« Oui, monsieur, je rattrape le temps perdu. J'ai été retardé de 2 jours par une crue soudaine qui a emporté une partie de la piste. » Le cow-boy retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux sombres, humides de sueur. « Je m'appelle Kate Anderson. Je travaille sur la route de transhumance pour l'équipe Morrison de Californie. Nous déplaçons un troupeau et je pars en éclaireur pour trouver de l'eau et des pâturages. Thomas Emerson. Voici ma fille, Nora. » Thomas fit un geste vers le corral. « Le grand hongre bay vous conviendrait. Des jambes solides. Un bon souffle? 2 $ pour la location et l'échange. » Cade sortit des pièces de sa poche et les compta dans la paume de Thomas. Ses mains étaient cailleuses et balafrées, les mains d'un homme qui travaillait pour gagner sa vie. Quand ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Nora, elle sentit une palpitation inattendue dans sa poitrine. Cela n'avait rien à voir avec la chaleur. « Très obligé, » dit Cade. « Je le ramènerai demain, à la même heure si ça vous convient. »« Il sera prêt, » répondit Thomas. Nora retrouva sa voix. « Il y a de l'eau dans le seau là-bas, fraîchement tirée. J'apprécie, mademoiselle. » Cade se dirigea vers le puits
et but à grandes gorgées dans la louche. Et Nora remarqua malgré elle la ligne forte de sa mâchoire, la largeur de ses épaules. Elle avait vu passer de nombreux cow-boys et convoyeurs, mais aucun n'avait fait battre son pouls de cette façon. Il scella le bec rapidement et efficacement. Il vérifia la sangle et les étriers avec une aisance experte. Avant de monter, il regarda Nora une dernière fois. « À demain alors, à demain », répéta-t-elle. Fidèle à sa parole, Cade Anderson revint l'après-midi suivant à précisément 2h30, et l'après-midi d'après, et chaque après-midi pendant les 2 semaines suivantes. Au début, Nora se disait que c'était simplement la nature de son travail. Il explorait la route à plusieurs reprises pendant que le troupeau avançait lentement vers l'est. Mais au fil des jours, elle commença à remarquer des choses. La façon dont ses visites s'allongeaient un peu plus à chaque fois. Comment il trouvait toujours une raison de s'attarder. Il vérifiait les sabots des chevaux plus minutieusement que nécessaire, où il posait des questions détaillées sur l'état de la piste qu'il connaissait sûrement déjà. La façon dont ses yeux cherchaient les siens, même quand il parlait à son père. Le 8e jour, il lui apporta une poignée de fleurs sauvages. Il prétendait les avoir trouvées près d'une source cachée. « Ça me semblait dommage de les laisser fleurir là où personne ne les verrait, dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'il ne parlait pas seulement des fleurs. Le 12e jour, il arriva avec des nouvelles. Le troupeau est installé à environ 15 miles à l'ouest. Nous les gardons là quelques jours pour les laisser paître et reprendre des forces avant la traversée du désert. Donc, vous n'aurez plus besoin de partir en éclaireur, dit Nora. Elle essayait de cacher la déception dans sa voix. Cade la regarda directement, ses yeux bleus aurore fixes. Non, je suppose que non, mais j'aurais peut-être encore besoin de changer de chevaux. Un homme aime faire tourner ses montures pour les garder fraîches. Son père, qui réparait un harnais non loin, fit un bruit. Cela aurait pu être une toux ou peut-être un rire. Nous sommes toujours là, dit doucement Nora. Ce soir-là, après le départ de Cade, le soleil peignait le désert de nuances d'orange et d'or. Thomas s'assit lourdement sur le banc devant l'écurie. Il regarda sa fille avec une expression entre l'amusement et l'inquiétude. « Ce garçon ne fait plus de reconnaissance, dit-il sans détour. » Nora sentit la chaleur monter à ses joues. Cela n'avait rien à voir avec la tiédeur persistante du jour. « Je sais, tu lui plais. » Elle envisagea de mentir, puis y renonça. Son père méritait l'honnêteté. C'est possible. Est-ce que c'est insensé? Je le connais à peine. Thomas resta silencieux un long moment. Il regardait les montagnes s'assombrir tandis que les ombres s'étiraient sur elles. Ta mère et moi, nous nous connaissions depuis 3 jours quand j'ai demandé à son père la permission de la courtiser. Parfois, on sait, c'est tout. Mais Nora, c'est un convoyeur. C'est une vie d'errance. Je le sais aussi. Elle s'assit à côté de lui. Sa robe de travail était poussiéreuse et tachée, mais il continue de revenir. Pour l'instant. Qu'arrivera-t-il quand le troupeau partira? C'était la question que Nora avait évitée, la réalité à laquelle elle ne voulait pas faire face. Les convoyeurs se déplaçaient avec les troupeaux, suivant le travail et les saisons. Ce n'était pas le genre d'homme à s'installer dans un relais au milieu du désert du Nevada. Mais l'après-midi suivant, quand Cade arriva à 2h30, il la surprit. « Mademoiselle Emerson, » dit-il formellement, son chapeau à la main. « Je me demandais si vous accepteriez de vous promener avec moi. Juste au bord du lit du ruisseau. Je vous ramènerai avant le coucher du soleil, et votre père est le bienvenu s'il juge cela plus convenable. » Thomas, qui avait observé toute la scène avec un intérêt à peine dissimulé, fit un geste de la main. « Le ruisseau n'est pas à plus d'1/4 de mile. Allez-y, vous deux. Je compte sur vous pour vous comporter en gentleman, Monsieur Anderson. »« Oui, monsieur. Vous avez ma parole. » Le ruisseau n'était qu'un filet d'eau à cette époque de l'année. Il traçait un chemin peu profond à travers les rochers et la végétation clairsemée. Mais des peupliers poussaient le long de ses rives, offrant une ombre précieuse. Et le bruit de l'eau courante était un luxe dans ce paysage aride. Ils marchèrent d'abord en silence. Nora était très consciente de la présence de Cade à ses côtés, de la distance prudente qu'il maintenait. Finalement, il parla. « Je réfléchis à la façon de dire ça depuis des jours. Je vais probablement tout gâcher de toute façon. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Mademoiselle Emerson, Nora, je ne suis pas revenu chaque jour parce que j'avais besoin de chevaux. Je suis revenu parce que dès le premier instant où je vous ai vu, portant ce seau d'eau comme s'il ne pesait rien,
avec le soleil dans vos cheveux et la poussière sur votre robe. Je n'ai pas pu vous chasser de mon esprit. Le cœur de Nora battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Vous auriez pu dire quelque chose plus tôt. Je ne voulais pas être présomptueux. Je ne voulais pas manquer de respect. Votre père me fait confiance et je ne voudrais pas abuser de cette confiance. Il prit une profonde inspiration. Mais le troupeau part dans 3 jours et je ne pouvais pas partir sans vous dire ce que je ressens. Même si rien ne peut en découler, il fallait que vous le sachiez. Et que ressentez-vous? La question sortit à peine plus fort qu'un murmure. Cad fit un pas de plus. Il maintenait toujours une distance convenable, mais assez près pour qu'elle puisse voir les taches grises dans ses yeux bleus, les rides du soleil au coin de ses yeux. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose dans ce désert, quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. J'ai l'impression que chaque mile que je parcours loin de ce relais est un mile de trop. J'ai l'impression d'avoir 24 ans, d'avoir erré toute ma vie. Et maintenant, soudain, je sais ce que cela pourrait signifier d'avoir un endroit où rentrer. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, honnêtes et bruts. Nora pensa à toutes les choses qu'elle devrait dire, toutes les objections pratiques qu'elle devrait soulever. Au lieu de cela, elle parla avec son cœur. J'attends 2 heures et demie tous les jours. Je surveille l'horizon ouest dès midi. Quand j'entends des bruits de sabots, j'espère que c'est vous. Et quand c'est le cas, tout semble plus lumineux. Est-ce que c'est insensé? Si ça l'est, alors nous sommes 2 insensés. Il sourit alors, une expression sincère qui transforma son visage buriné. Nora, je n'ai pas grand-chose à offrir. Je travaille sur les convois de bétail depuis que j'ai 16 ans. J'économise de l'argent, mais pas assez pour acheter des terres ou démarrer un ranch. Je vais de travail en suivant les troupeaux, mais je suis un travailleur acharné et je suis honnête. Et je vous traiterai bien. Si vous me donniez une chance, j'aimerais vous courtiser comme il se doit. Vous écrire, vous rendre visite quand je le pourrai. Voir si ce sentiment entre nous est réel ou juste un tour que nous joue la chaleur du désert. C'est réel, dit Nora avec certitude. Du moins pour moi, c'est réel. Pour moi aussi. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer. Et il prit sa main dans la sienne. Même à travers les callosités, son contact était doux. Alors, quand ce convoi sera terminé, je reviendrai. Ça pourrait prendre 2 mois, peut-être 3. Nous emmenons le troupeau dans le territoire du Colorado. Mais je reviendrai, Nora. Je le jure. J'attendrai, promit-elle. Ils retournèrent sur leurs pas alors que le soleil commençait sa descente. Leurs mains étaient jointes. Ils parlaient de tout et de rien. Cade lui raconta son enfance au Texas après la mort de ses parents, emporté par la fièvre. Il avait été élevé par un oncle qui lui avait appris à manier le lasso et à monter à cheval. Il avait choisi la vie de convoyeur car elle payait mieux que le travail d'ouvrier de ranch, et il rêvait d'économiser assez pour acheter sa propre exploitation un jour. Il lui parla des longues nuits à dormir sous les étoiles, si nombreuses qu'elles ressemblaient à du sel renversé, et des matins où le lever du soleil embrasait le monde entier. Nora lui parla du Missouri et de la vie qu'ils avaient laissée derrière eux, du rire de sa mère et de la détermination obstinée de son père à reconstruire après la tragédie. Elle lui raconta comment elle y avait appris à aimer la beauté rude du désert du Nevada. Comment la survie ici signifiait prêter attention à chaque détail. Lire la terre, le ciel et les animaux. Elle lui parla de son désir de plus que des seaux d'eau et des échanges de chevaux. Même si elle ne pouvait pas tout à fait nommer ce plus. Quand ils atteignirent le relais, Thomas allumait les lanternes contre le crépuscule naissant. Il regarda leurs mains jointes et hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il avait déjà soupçonné. « Monsieur Emerson, dit Cade, j'ai été honnête avec votre fille et je le serai avec vous. Je tiens à elle. J'aimerais votre permission de la courtiser. Vous partez dans 3 jours, dit Thomas d'un ton neutre. Oui, monsieur, mais je serai de retour. C'est ce qu'ils disent tous. Puis le prochain travail arrive, le prochain troupeau, la prochaine ville. Il n'y avait pas de colère dans la voix de Thomas, juste une expérience lasse. J'ai déjà vu ça. Papa, commença Nora. Mais Cade lui serra doucement la main. Vous avez raison d'être sceptique, monsieur. Tout ce que vous avez, c'est ma parole. Et les mots ne coûtent pas cher. Donc, je n'essaierai pas de vous convaincre avec des promesses. Je dirai juste ceci. J'erre depuis l'âge de 16 ans. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais trouvé de raison de m'arrêter. Mais maintenant,
J'en ai une. Que vous le croyez ou non, c'est votre choix, mais je demande la chance de le prouver. Thomas l'étudia un long moment, puis regarda le visage de sa fille. Ce qu'il y vit sembla régler quelque chose. Courtisez-la, puis écrivez des lettres. Revenez quand vous le pourrez. Mais si vous lui faites du mal, Monsieur Anderson, peu importe le nombre de miles qui nous séparent, je vous trouverai. Je n'en attendrai pas moins, monsieur. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon de moments précieux. Volés entre les tâches du relais. Cade venait chaque après-midi. Il se promenait, parlait ou s'asseyait simplement en silence sous les peupliers. Il lui parlait de la piste à venir, des rivières qu'il traverserait, des montagnes qu'il longerait. Elle lui parlait des voyageurs qui passaient, des histoires qu'ils apportaient de Californie et de l'Est. Le dernier soir, Kay lui donna une petite bourse en cuir. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il presque en s'excusant. Mais je voulais que vous ayez quelque chose. » À l'intérieur se trouvait un morceau de turquoise, de la taille de son ongle de pouce. La pierre était polie et lisse par le temps et l'eau. La pierre bleu-vert capta la lumière déclinante et la retint. « Je l'ai trouvée dans le lit d'un ruisseau au Colorado il y a 3 ans, expliqua Cade. Je la portais comme porte-bonheur. Mais je pense que je la portais peut-être pour vous, avant même de savoir que vous existiez. Elle est assortie à vos yeux, ce bleu-vert particulier, comme l'eau au soleil. » Nora referma ses doigts sur la pierre, sentant sa douceur, son poids. « Je la garderai près de moi. Et je t'attendrai, Cade Anderson, peu importe le temps que ça prendra. » Il l'embrassa alors, un bref et doux contact de ses lèvres, mais cela envoya une vague de chaleur dans tout son corps. « Je compte déjà les jours jusqu'à mon retour. » Le convoi de bétail partit le lendemain matin. C'était une rivière de bétail beuglant et de convoyeurs criants. La poussière s'élevait en grands nuages qui flottaient dans l'air immobile. Nora regarda depuis le relais jusqu'à ce que le dernier cavalier disparaisse à l'horizon est. Sa main serrait fort la pierre de turquoise dans sa poche. Thomas vint se tenir à côté d'elle. « Tu tiens vraiment à lui? » « Oui. Alors nous espérerons qu'il est un homme de parole. » La première lettre arriva 6 semaines plus tard. Elle fut apportée par un cavalier du Pony Express qui l'avait récupérée à un poste de traite dans le territoire du Colorado. Les mains de Nora tremblaient en l'ouvrant. Elle reconnut le nom de Cade griffonné à l'extérieur. L'écriture était maladroite mais lisible, les mots directs. « Nora, nous avons traversé le désert sans perdre plus d'une poignée de bêtes. » Ce que le chef de convoi considère comme une victoire. Le Colorado est vert comparé au Nevada. L'herbe y pousse épaisse et les rivières sont froides et rapides. Le troupeau engraisse bien. Nous devrions atteindre les acheteurs dans 3 semaines. Je pense à toi tous les jours, quand je vois de l'eau de cette couleur bleu-vert comme tes yeux, quand je vois le ciel de l'aube, quand je vois quelque chose de beau dans cette terre rude. J'économise ma paye de ce convoi. Je commence à réfléchir sérieusement à la suite. Je t'écrirai à nouveau dès que je le pourrai. Ton Cade Anderson. Nora lut la lettre tellement de fois qu'elle la mémorisa. Puis elle la plia soigneusement et la garda dans la boîte en fer blanc où elle rangeait ses quelques biens précieux. Elle répondit immédiatement, sans savoir quand sa réponse lui parviendrait, ni s'il serait toujours au même endroit. Les jours s'installèrent dans un nouveau rythme. Les diligences passaient toujours 3 fois par jour. Les cavaliers avaient toujours besoin de montures fraîches. Le travail continuait, implacable et nécessaire. Mais maintenant, Nora avait quelque chose à attendre, au-delà de la routine quotidienne, un avenir qui avait une forme et une substance dans son imagination. 7 semaines après la première lettre, une seconde arriva. Le troupeau avait été livré avec succès. Cade et la plupart de l'équipe retournaient vers l'ouest, mais ils prenaient une route différente, contournant par le sud vers le territoire de l'Arizona, avant de remonter vers la Californie. Il faudrait encore au moins 6 semaines avant qu'ils puissent revenir au Nevada. « Tu me manques, écrivait-il. Manquer à quelqu'un est une chose étrange. Je ne l'avais jamais compris avant. Mais maintenant, je sens ton absence comme un poids que je porte. Les autres convoyeurs me taquinent parce que je suis distrait. Parce que je regarde l'horizon comme si j'attendais de voir quelque chose. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que je cherche l'avenir. J'ai parlé à Morrison, le propriétaire de l'équipe. Il m'a offert un travail stable. Mais cela signifierait plus de convois, plus de temps loin. Je ne lui ai pas encore donné de réponse. J'ai besoin de te parler d'abord. J'ai besoin de comprendre ce que nous construisons ensemble. Nora écrivit des lettres plus longues.
Elle remplissait des pages de détails sur la vie au relais, sur les voyageurs de passage, sur la jambe de son père qui s'améliorait lentement, sur le changement des saisons, alors que la chaleur brutale de l'été cédait la place aux températures plus fraîches de l'automne. Mais surtout, elle écrivait sur ses sentiments. Elle trouvait sur le papier un courage qui lui échappait parfois en personne. Je pense à ce que signifie construire une vie avec quelqu'un, écrivit-elle. Ma mère disait que l'amour, ce n'était pas les papillons et les cœurs qui s'emballent au début, même si c'était agréable. Elle disait que le véritable amour, c'était de choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'était difficile, même quand les papillons s'étaient envolés. Je pense souvent à ça. Je sens les papillons quand je pense à toi, Cade. Mais je sens aussi quelque chose de plus profond, de plus stable, comme si je te choisirais non seulement aujourd'hui, mais demain et le jour d'après et tous les jours qui suivront, même en sachant que cela pourrait signifier de longues absences et de l'incertitude, même en sachant que la vie de convoyeur est dure. Je te choisirai quand même. 3 mois après que Cade fut parti vers l'Est avec le convoi, il revint à Las Vegas. C'était par un après-midi frais de novembre. Nora nettoyait les stalles quand elle entendit les brises de sabots. Quelque chose la fit lever les yeux, l'espoir s'enflammant dans sa poitrine. Il était assis sur le même hongre baie qu'il avait loué ce dernier jour. Et quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui le rajeunit de plusieurs années. « Je t'ai manqué » cria-t-il. Nora laissa tomber la fourche et courut, oubliant les convenances. Elle combla la distance entre eux. Cade descendit rapidement de cheval et la prit dans ses bras. Il la fit tourner une fois avant de la reposer doucement. « Tu es revenu, dit-elle, même si elle avait cru qu'il le ferait. Elle s'était accrochée à cette fois pendant les longues semaines. « Je t'avais dit que je le ferais. Je suis un homme de parole. » Il garda son visage entre ses mains, ses pouces caressant ses joues. « Mon Dieu, que c'est bon de te voir. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, plus profondément, et Nora eut l'impression de tomber et de voler en même temps. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Cade posa son front contre le sien. « Nous devons parler. J'ai des décisions à prendre, et je veux que tu y participes. » Thomas sortit alors de la maison du relais. Il se déplaçait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois, malgré sa blessure. « Monsieur Anderson, vous avez tenu parole. »« Oui, monsieur. Et j'ai besoin de vous parler à tous les deux, si vous avez le temps. » Ils s'assirent autour de la table en bois brut dans la maison du relais. Des tasses de café fumaient devant eux. Dehors, le désert s'étendait, vaste et vide. Mais à l'intérieur, l'avenir prenait forme. Cade sortit une sacoche en cuir de son sac et la vida sur la table. Des pièces d'or et d'argent s'éparpillèrent, scintillant à la lumière de la lampe. 3 ans de salaires économisés, dit-il. 147 $. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un début. Il regarda directement Thomas. « Monsieur, j'aime votre fille. Je veux l'épouser, avec votre bénédiction. Et je veux arrêter d'errer. J'en ai fini avec la vie de convoyeur. Je suis prêt à m'installer. » Thomas resta silencieux, laissant Cade continuer. « J'ai réfléchi à ça pendant tout le trajet du retour. Le relais fait de bonnes affaires, mais c'est trop de travail pour un seul homme blessé et sa fille. Vous avez besoin d'aide. Je connais les chevaux aussi bien que n'importe qui et je peux m'occuper du travail physique. Je propose un partenariat. J'investis mes économies. Je fournis la main-d'œuvre et je reçois une part des bénéfices. Nous développons l'activité, peut-être en ajoutant plus de corral, en prenant plus de chevaux, en soumissionnant pour le contrat postal qui va être renouvelé, construire quelque chose de permanent. Et épouser ma fille, dit Thomas. Oui, monsieur, c'est le plus important. Le cœur de Nora était si plein qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle avait espéré que Cade reviendrait. Elle avait cru en ses promesses. Mais c'était plus que ce qu'elle avait osé imaginer. Pas seulement des moments volés entre des convois de bétail, mais un véritable avenir, une vie construite ensemble. Thomas prit une des pièces, la faisant tourner entre ses doigts. « Ce sont toutes vos économies, tout ce pour quoi vous avez travaillé. Vous risqueriez tout pour un relais et une fille que vous connaissez depuis quelques semaines à peine. »« Ce n'est pas un risque si je suis sûr, » répondit Cade fermement. « Et je suis sûr du relais, du travail, de Nora. Je suis sûr de tout ça. »« Papa, dit doucement Nora, je l'aime. Je sais que c'est rapide. Je sais que ça semble soudain, mais c'est réel. » Thomas les regarda tour à tour. Il vit la certitude sur leur visage,
La façon dont ils se penchaient l'un vers l'autre, même assis séparément. Il pensa à sa propre jeunesse, à la fille qu'il avait connue 3 jours avant de demander sa main, à la vie qu'ils avaient construite ensemble avant que la fièvre ne l'emporte. D'accord, dit-il finalement. Nous allons rédiger un accord de partenariat. Des parts équitables, un travail légal, nous nous développerons prudemment, sans nous surendetter. Et vous traitez ma fille correctement, Monsieur Anderson. Cade, le corrigea-t-il doucement. Si nous devons être une famille, vous devriez m'appeler Cade, et je la traiterai bien, monsieur. Vous avez ma parole, et je pense que vous savez maintenant que cela signifie quelque chose. Ils se marièrent 3 semaines plus tard, lors d'une cérémonie simple à la petite église de Las Vegas, avec un prédicateur itinérant qui passait une fois par mois pour s'occuper des besoins spirituels de la population dispersée. Nora portait une robe d'un bleu profond qu'elle avait cousue elle-même, avec de la dentelle au col qui avait appartenu à sa mère. Cade portait ses meilleurs vêtements, qui n'étaient que des vêtements de travail propres. Mais il regardait Nora comme si elle était la seule chose au monde qui vaille la peine d'être vue. Thomas la conduisit à l'hôtel, marchant dans la courte allée avec seulement une légère claudication. La fierté était évidente sur chaque ligne de son visage buriné. Une poignée d'habitants de la ville assistaient à la cérémonie, principalement des clients réguliers et quelques voisins des ranchs environnants. « Je te prends, Nora Emerson, pour être ma femme, dit Cade. Sa voix était stable et sûre. Je promets de te choisir chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments, de construire une vie avec toi, de travailler à tes côtés, de t'aimer tant que je respirerai. Je te prends, Cade Anderson, pour être mon mari, répondit Nora. Sa propre voix était forte. Je promets de me tenir à tes côtés, de croire en ce que nous construisons ensemble, de t'aimer à travers tous les jours à venir, quels qu'ils soient. Le prédicateur les déclara mariés. Et quand Cade l'embrassa, Nora sentit le goût du sel, de la poussière, et la promesse d'un avenir qu'elle avait à peine osé imaginer 8 mois plus tôt, quand elle avait remarqué pour la première fois une habitude dans le rythme des sabots. Ils passèrent leur nuit de noces dans une chambre de la petite pension de la ville. Un luxe qui semblait presque scandaleux après des mois de travail acharné et de vie spartiate. Mais Cade avait insisté. Il voulait offrir à Nora au moins une nuit qui soit spéciale, à part de l'ordinaire. À la lumière de la lampe, avec les bruits de la ville assourdis par la distance et les murs. Ils s'apprirent l'un l'autre comme le font les jeunes mariés, avec une tendresse et une passion entremêlées, avec des mots chuchotés, des rires partagés et des moments de connexion profonde qui allaient au-delà du physique. « Je t'ai trouvé, murmura Cade contre ses cheveux alors qu'ils étaient enlacés par la suite. Au milieu de nulle part, au milieu du désert, je t'ai trouvé. Comment est-ce possible? Peut-être que nous nous sommes trouvés l'un l'autre, répondit Nora. Peut-être que c'est comme ça que ça marche. 2 personnes qui errent jusqu'à ce que, soudain, elles n'errent plus. Ils retournèrent au relais le lendemain matin et se jetèrent dans le travail. Avec l'argent et la main-d'œuvre de Cade, ils se développèrent rapidement. Il construisit 2 corrals supplémentaires, leur permettant de garder plus de chevaux en rotation. Il négocia avec les éleveurs des environs pour fournir du bétail de qualité. Il charma les représentants de la ligne de diligence pour obtenir un contrat plus important, garantissant des affaires plus régulières. Thomas, libéré des tâches les plus physiques, se concentra sur la comptabilité et les relations avec les clients. Sa gentillesse naturelle et ses années d'expérience le rendaient inestimable. Nora continua de gérer les opérations quotidiennes. Mais maintenant, avec le partenariat de Cade, le travail sans fin semblait moins écrasant. Au printemps de 1863, le relais de Red Rock était florissant. Ils avaient 12 chevaux en rotation constante, des contrats avec 2 lignes de diligence différentes et une réputation grandissante de fiabilité. L'argent était encore rare, les luxes inexistants. Mais ils construisaient quelque chose de solide. Nora découvrit qu'elle était enceinte en mai. La nouvelle la remplit à la fois de joie et de terreur. Sa mère était morte jeune, bien que pas en couche, et les réalités de la vie à la frontière signifiaient que l'aide médicale était rare et incertaine. Mais la réaction de Cade quand elle le lui annonça dissipa ses craintes en pur bonheur. « Un bébé, dit-il, avec de l'émerveillement dans la voix. Il posa doucement une main sur son ventre encore plat. « Notre bébé, Nora? Je ne pensais pas pouvoir être plus heureux que je ne l'étais déjà, mais je me trompais. »« Tu n'es pas inquiet, demanda-t-elle. »
Bien sûr que je suis inquiet. Je suis terrifié qu'il puisse arriver quelque chose. Mais je suis aussi plus excité que je ne l'ai jamais été de ma vie. Il lui embrassa le front, les joues, les lèvres. Nous fondons une famille, une vraie famille. Thomas fut tout aussi heureux. Il parlait déjà de petits-enfants et de leur apprendre à monter à cheval avant même qu'ils ne sachent marcher correctement. Les mois passèrent dans un tourbillon de travail et de préparation. Nora cousit de minuscules vêtements avec des chutes de tissu. Cade construisit un berceau en peuplier, le ponçant jusqu'à ce qu'il soit lisse comme du verre, pour qu'aucune écharde ne menace une peau délicate. Ils aménagèrent un coin de leur petit logement en une sorte de chambre d'enfant, faisant de la place dans leur vie déjà bien remplie. Le bébé arriva en janvier 1864, pendant une vague de froid qui givra le matin du désert d'argent. Le travail fut long et difficile, et il y eut des heures où Cade fit les 100 pas dans la pièce principale comme un animal en cage, écoutant les cris de Nora et se sentant impuissant. La sage-femme qu'ils avaient fait venir de la ville aboyait des ordres à Thomas. Faire bouillir de l'eau, chercher des linges propres. Ses mains étaient fermes malgré ses 70 ans. Quand le premier cri du bébé perça enfin l'air, Cade faillit s'effondrer de soulagement. La sage-femme sortit, l'air satisfait. « Vous avez un fils, énonça-t-elle. Il a de bons poumons. Et votre femme est fatiguée, mais elle va bien. Donnez-moi une minute pour les nettoyer, puis vous pourrez entrer. » Cade entra dans la pièce sur des jambes tremblantes. Nora était appuyée contre des oreillers. Ses cheveux étaient humides de sueur, son visage pâle mais radieux. Dans ses bras se trouvait un petit paquet. Et quand Cade baissa les yeux sur le visage rouge et ridé de son fils, il sentit quelque chose changer fondamentalement dans sa poitrine. « Il est parfait, souffla-t-il. « Il est bruyant, dit Nora avec un rire fatigué. Et il a faim. Mais oui, il est parfait. Elle leva les yeux vers Cade avec une joie épuisée. Nous devrions l'appeler Thomas, comme papa. Thomas Anderson. Le vieil homme, debout dans l'embrasure de la porte, se racla la gorge bruyamment. C'est un beau nom. Le petit Thomas, qu'ils commencèrent rapidement à appeler Tommy, se révéla être exactement aussi bruyant et affamé que son premier instant le suggérait. Mais il était aussi en bonne santé et alerte. Ses yeux se fixaient sur les visages avec une rapidité surprenante. Ses petites mains agrippaient les doigts avec une force inattendue. Cade se lança dans la paternité avec la même détermination qu'il mettait en tout. Il arpentait le sol pendant les nuits de colique. Il chantait des berceuses fausses, changeait les couches sans se plaindre. Il travaillait de l'aube au crépuscule au relais. Puis il passait ses soirées avec sa femme et son fils, s'émerveillant de chaque petit changement, de chaque minuscule étape. Je me demandais pourquoi je travaillais, dit-il à Nora un soir, alors qu'il regardait Tommy dormir dans son berceau. Pourquoi j'économisais de l'argent? Quel était le but de toutes ces longues heures et de ce dur labeur? Maintenant je sais. Je travaillais pour ça. Pour toi, pour lui, pour cette vie. Le relais continua de croître. En 1865, ils ajoutèrent une petite écurie pour héberger les chevaux pour la nuit. Profitant de l'augmentation du trafic à travers Las Vegas alors que la guerre à l'Est se terminait et que les gens commençaient à se déplacer vers l'Ouest en plus grand nombre. Ils engagèrent un jeune homme nommé Peter pour aider avec la charge de travail, permettant à Nora de passer plus de temps avec Tommy tout en gérant les affaires. La jambe de Thomas s'était considérablement améliorée avec moins d'efforts physiques, et il prenait une grande joie de son petit-fils. Il apprenait au garçon à reconnaître différentes races de chevaux avant même qu'il ne sache parler correctement. Il l'asseyait sur des poneys doux avant ses 2 ans. « Tu le gâtes ?» le réprimandait Nora, mais sans animosité. « C'est à ça que servent les grands-parents », répondait joyeusement Thomas, faisant sauter Tommy sur son genou. Cade et Nora trouvèrent un rythme. Leur amour s'approfondit, passant de l'urgence passionnée des premiers mois à quelque chose de plus stable et de plus profond. Ils travaillaient ensemble de manière transparente, anticipant les besoins de l'autre, communiquant avec des regards et des phrases à moitié terminées. Ils n'étaient pas toujours d'accord, bien sûr, sur la façon de discipliner Tommy, sur les décisions commerciales, sur une centaine de petites questions domestiques. Mais ils avaient appris à discuter des conflits, à s'écouter l'un l'autre, à trouver des compromis lors des soirées calmes, après que Tommy se soit endormi et que le travail de la journée soit terminé.
Ils s'asseyaient dehors et regardaient les étoiles apparaître au-dessus du désert. Parfois, ils parlaient de l'avenir, faisant des plans et rêvant. Parfois, ils s'asseyaient simplement dans un silence confortable, les mains jointes, contents de la présence de l'autre. « Ça te manque parfois ?» demanda Nora une noix. La transhumance, la liberté d'être sur la piste. Cade considéra sérieusement la question. Parfois, la simplicité me manque. Se réveiller, chevaucher, dormir, recommencer. Pas de décision compliquée, pas de soucis au-delà de la prochaine traversée de rivière. Mais la solitude ne me manque pas. Et ne pas t'avoir ne me manque pas. Cette vie que nous avons construite, Nora, elle vaut tout ce que j'ai abandonné. Elle vaut plus que tout ce que j'aurais jamais imaginé avoir. Au printemps de 1866, Nora découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Tommy avait maintenant 2 ans, un tourbillon d'énergie et de curiosité qui les faisait tous courir. La grossesse fut plus facile cette fois, ou peut-être que Nora était simplement plus confiante dans la capacité de son corps à faire ce qu'il fallait. Leur fille arriva en décembre, une semaine avant Noël, en 2 fois moins de temps que Tommy, et avec beaucoup moins de drame. Elle était minuscule et parfaite, avec les yeux bleus de Cade et les cheveux sombres de Nora. « Caroline, dit Nora, en regardant le bébé. « Caroline Anderson. »« D'après ta mère, demanda doucement Cade. La mère de Nora s'appelait Carol, c'est assez proche. Je veux qu'elle ait quelque chose de la femme qu'elle n'a jamais pu rencontrer. » Tommy fut d'abord méfiant envers la petite intruse qui réclamait tant d'attention de sa mère, mais Cade s'assura de passer plus de temps avec son fils. Il l'emmenait faire de courtes promenades à cheval, lui apprenait à manier une brosse sur les chevaux les plus doux, le faisant se sentir important et inclus. Le relais était devenu plus qu'une simple entreprise à présent. C'était un centre communautaire, un endroit où les voyageurs pouvaient compter sur des transactions honnêtes et un service fiable. Nora gardait une cafetière sur le poêle et cuisait parfois du pain qu'elle vendait aux passagers des diligences. La réputation de Cadet pour ses prix justes et ses chevaux de qualité se répandit le long des réseaux de pistes. Il prospérait modestement. Jamais riche, mais à l'aise, en sécurité d'une manière qui avait semblé impossible durant ses premiers mois difficiles. Thomas eut 50 ans en 1867. Il annonça qu'il pensait à la retraite, ou du moins à une semi-retraite. « Vous deux, vous n'avez plus besoin de moi, dit-il. Vous avez construit quelque chose de bien ici, de solide. Et je me fais vieux pour ce genre de travail. Nous aurons toujours besoin de toi, papa, protesta Nora. Et d'ailleurs, que ferais-tu de toi-même? J'y ai réfléchi. Il y a une veuve en ville, Catherine Murphy. Son mari est mort il y a 2 ans. Il lui a laissé une petite maison et un potager. Nous avons discuté quand je vais faire les provisions. Elle est de bonne compagnie et elle fait une excellente tarte aux pommes. » Nora dévisagea son père, puis éclata d'un rire ravi. « Papa, tu la courtises? » Thomas eut la décence de paraître légèrement embarrassé. « Je suppose que c'est possible. Ta mère est partie depuis plus de 10 ans maintenant, Nora. Je l'aimerais toujours, mais je pense qu'elle comprendrait que je me sens seul parfois. Que peut-être il y a de la place dans le cœur d'un vieil homme pour de la compagnie. Elle voudrait que tu sois heureux, dit fermement Nora. Et si Madame Murphy te rend heureux, alors je suis contente. » Thomas épousa Catherine Murphy lors d'une cérémonie discrète en février 1868. C'était une femme agréable de 45 ans, pratique et chaleureuse. Elle endossa son rôle de belle grand-mère avec enthousiasme. Ils emménagèrent dans sa maison en ville. Et Thomas venait au relais quelques fois par semaine pour aider et voir ses petits-enfants. Mais les opérations quotidiennes étaient maintenant entièrement entre les mains de Cade et Nora. « C'est étrange, dit Nora un soir, d'être complètement seule. J'ai vécu avec mon père toute ma vie. Nous ne sommes pas seuls, cependant, fit remarquer Cade. Nous avons l'un l'autre. Nous avons Tommy et Caroline. Nous avons cet endroit que nous avons construit ensemble. C'est un autre genre de famille, mais c'est toujours une famille. » Tommy eut 5 ans en 1869 et commença à fréquenter la petite école qui avait ouvert à Las Vegas. Caroline avait 3 ans, parlait en phrases complètes et montrait déjà des signes de la détermination obstinée de son père et du sens pratique de sa mère. Le relais poursuivait son succès constant et Cade et Nora commencèrent à parler sérieusement de l'avenir. « Le chemin de fer transcontinental est presque terminé, dit Cade un soir. » Il faisait référence au projet de construction massif qui dominait les nouvelles depuis des années. Quand il sera fini, ça changera tout. Moins de gens voyageront en diligence, moins de besoin de relais.
Tu veux dire que nous devrions vendre? Demanda Nora. Elle essayait de cacher la déception dans sa voix. Elle aimait cet endroit, cette vie qu'ils avaient construite. Non, je veux dire que nous devons nous adapter. Nous hébergeons déjà des chevaux, nous faisons un peu de débourrage et de dressage. Et si nous nous concentrions davantage là-dessus, devenir moins un relais et plus un véritable ranch. Nous pourrions acheter plus de terre, agrandir les troupeaux, élever des chevaux de qualité. Il y aura toujours un marché pour de bons chevaux, chemin de fer ou non. Ils parlèrent tard dans la nuit, planifiant et calculant. Au moment où l'aube se leva sur le désert, ils avaient les grandes lignes d'un plan. Au cours des 3 années suivantes, ils transformèrent progressivement leur entreprise. Ils achetèrent une parcelle de terrain supplémentaire, rassemblant de l'argent et contractant un prêt sur la propriété. Ils construisirent une plus grande écurie et de meilleures clôtures. Ils acquirent des reproducteurs, se concentrant sur des animaux forts et intelligents qui pourraient prospérer dans le climat rude. Les années d'expérience de Cade avec les chevaux se révélèrent inestimables, et sa réputation attira des acheteurs de tout le territoire. En 1872, le ranch de chevaux Anderson était établi. Il exploitait toujours le relais à une échelle réduite, mais il se concentrait principalement sur l'élevage et le dressage de chevaux. Tommy, maintenant âgé de 8 ans, était l'ombre de son père. Il apprenait tout sur les chevaux avec l'intensité exclusive de l'enfance. Caroline, à 6 ans, était plus intéressée par le côté commercial. On la trouvait souvent assise avec sa mère, examinant les comptes. Elle a ton sens des chiffres, observa Cade un soir. Il regardait Caroline écrire soigneusement des chiffres dans un registre que Nora lui avait donné pour s'entraîner. Et ton entêtement, répondit Nora avec affection. Tu te souviens quand tu as commencé à venir au relais? Comment tu continuais à venir tous les jours, même quand tu n'avais aucune vraie raison? La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit Cade en la serrant contre lui. Faire 20 miles de détour chaque après-midi juste pour voir ton visage. Les autres convoyeurs pensaient que j'étais fou. Tu étais fou? Probablement. Mais de la meilleure des folies, il lui embrassa la tempe. Tu sais ce dont je me souviens le plus? La façon dont tu m'as regardé ce premier jour. Comme si tu essayais de savoir si je méritais ta confiance. Et puis, progressivement, jour après jour, j'ai vu cette méfiance s'estomper. Pour laisser place à autre chose, quelque chose qui ressemblait à une possibilité. C'était une possibilité, dit Nora. La possibilité de quelque chose que je ne savais même pas que je voulais. Un partenaire, un amour, une vie qui était plus grande que la simple survie. Ils se tenaient ensemble dans l'embrasure de la porte de leur maison. Ils regardaient le soleil se coucher sur une terre qui était vraiment la leur maintenant. Une terre qu'ils avaient bâtie, améliorée et rendue productive. Le désert rude était devenu familier, presque beau dans sa majesté austère. Cet endroit qui avait autrefois semblé être le bout du monde était maintenant le centre de leur univers. En 1873, Nora découvrit qu'elle était de nouveau enceinte. Une surprise, étant donné que Caroline avait maintenant 7 ans et qu'ils pensaient que leur famille était complète et fumée. Elle avait 30 ans et se demandait si elle n'était pas trop vieille pour un autre bébé. Mais la sage-femme se moqua de ses inquiétudes. Vous êtes dans la fleur de l'âge, Madame Anderson, forte et en bonne santé. Ce bébé viendra sans problème. Elle avait raison. En mars 1874, ils accueillirent un autre fils qu'ils nommèrent Samuel. Tommy, maintenant âgé de 10 ans, prit son rôle de grand frère au sérieux. Il déclara qu'il apprendrait à Sam tout ce qu'il devait savoir sur les chevaux. Caroline, 8 ans, était plus sceptique à l'égard du nourrisson bruyant, mais elle s'adoucit progressivement quand il se révéla capable de lui sourire. Cade avait maintenant 41 ans. Ses cheveux sombres montraient des fils gris aux tempes. Son visage était plus profondément ridé par des années passées sous le soleil du Nevada. Mais il était toujours fort, toujours capable de travailler de l'aube au crépuscule quand c'était nécessaire. Il regarda sa femme, ses enfants, le ranch qu'ils avaient bâti à partir de rien, et il ressentit un contentement si profond qu'il le submergeait parfois. « Tu penses parfois à comment les choses auraient pu être différentes ?» demanda-t-il à Nora un soir. Un soir, alors que Sam avait quelques mois. Si je n'avais pas été affecté à cette route particulière, si j'avais décidé de ne pas m'arrêter à ce relais précis, tous les petits choix qui ont mené à ça. J'y pense parfois, admit Nora, mais pas avec regret.
plutôt avec étonnement. Que de tous les chemins possibles que nos vies auraient pu prendre, nous ayons trouvé celui qui nous a menés l'un à l'autre. Le ranch continua de croître tout au long des années 1870. Ils engagèrent des ouvriers supplémentaires pour aider avec la charge de travail, alors que leur réputation de chevaux de qualité se répandait. Tommy montra un réel talent pour le dressage. Sa patience et sa compréhension naturelle faisaient réagir même les chevaux difficiles. Carolyn annonça à l'âge de 12 ans qu'elle avait l'intention de devenir la directrice commerciale du ranch quand elle serait grande. Et étant donné sa maîtrise des comptes et des négociations, personne ne doutait qu'elle y excellerait. Thomas venait régulièrement, amenant généralement Catherine, qui était devenue une véritable grand-mère pour les enfants. Il était maintenant à la fin de la cinquantaine, se déplaçant plus lentement. Mais il était toujours vif d'esprit et avait ses opinions. Il aimait s'asseoir avec Cade et discuter des lignées et des techniques de dressage. Raconter aux petits-enfants des histoires du bon vieux temps, quand Las Vegas n'était guère plus qu'un amas de tête. Au printemps de 1879, ils firent face à leur première crise sérieuse. Un gel tardif suivi d'une sécheresse dévasta les pâturages. L'eau devint rare et les prix du fourrage montèrent en flèche. Ils durent prendre des décisions difficiles sur les animaux à garder et ceux à vendre, sur l'opportunité de s'endetter davantage ou de réduire les activités. Cade et Nora veillèrent tard dans la nuit à plusieurs reprises. Ils examinaient les chiffres, pesaient les options. Le stress se lisait dans la tension de leurs épaules, les rides d'inquiétude se creusant sur leurs visages. Mais ils y firent face ensemble, présentant un front uni. Même quand ils n'étaient pas d'accord sur la meilleure voie à suivre. « Nous avons construit cet endroit une fois, » dit finalement Nora. « Nous pouvons le refaire si nécessaire. Nous avons survécu à pire. » « Vraiment ?» demanda Cade, fatigué. « Nous avons survécu sans savoir si nous nous reverrions un jour. Nous avons survécu en partant de rien, avec seulement l'espoir et le travail acharné. Nous avons survécu aux naissances, aux blessures et à une centaine de catastrophes plus petites. Nous survivrons à ça aussi. » Sa certitude le rassura. Ils firent des choix prudents, vendèrent une partie du bétail, se serrèrent la ceinture. Ils travaillèrent plus longtemps. Et progressivement, lorsque la sécheresse cessa et que les conditions s'améliorèrent, le ranch se stabilisa. Ils sortirent de la crise plus mince mais plus forts, avec une appréciation renouvelée de la précarité de leur gagne-pain et de l'importance de planifier pour les temps difficiles. Les années 1880 apportèrent du changement au territoire du Nevada, qui devint un État en 1864 et continuait de se développer. Las Vegas grandissait, n'étant plus l'avant-poste poussiéreux qu'il avait été à l'arrivée de Nora. Les chemins de fer le reliaient à de plus grandes villes, apportant plus de commerce et plus de gens. Le ranch de chevaux Anderson s'adapta. Il fournissait maintenant des chevaux aux exploitations minières, à la milice territoriale, à de riches acheteurs de Californie, à la recherche de bétail de qualité. Tommy se maria en 1882, à l'âge de 18 ans, avec une fille du coin nommée Elizabeth, issue d'une famille d'éleveurs. Ils construisirent une maison dans un coin de la propriété du ranch, et Tommy devint officiellement le partenaire de Cade dans l'entreprise. Son nom fut ajouté à l'acte de propriété et au contrat. Elizabeth se révéla être un ajout compétent à la famille, bonne avec les chevaux et n'ayant pas peur du travail acharné. Carolyn, maintenant âgée de 16 ans, était courtisée par plusieurs jeunes hommes de la ville, mais elle se déclara peu pressée de se marier. « J'ai trop à apprendre d'abord, » dit-elle fermement. « Le ranch a besoin de moi. » Sam, à 8 ans, était encore jeune, mais il montrait déjà des signes d'hériter du don de son père et de son frère avec les chevaux. Il avait un talent pour repérer la qualité d'un cheval d'un seul coup d'œil, une intuition qui ne pouvait pas s'enseigner. Cade eut 50 ans en 1884, un jalon qui incita à la réflexion. Lui et Nora s'assirent sur le porche de leur maison un soir. Ils regardèrent le soleil peindre le désert de nuances d'or et de pourpre, et ils firent le bilan de la vie qu'ils avaient construite. « 22 ans, dit Cade, depuis le jour où je suis entré pour la première fois dans ce relais et que je t'ai vu porter un seau d'eau. » « 22 ans, répéta Nora. Parfois ça semble une éternité. Parfois ça semble hier. Tu as des regrets? Elle considéra sérieusement la question. Je regrette les moments difficiles. Les fois où l'argent était si rare que nous ne savions pas comment nous allions nous en sortir. Les sécheresses, les gels et toutes les choses qui ont essayé de nous briser.
Mais regretter de t'avoir choisi, d'avoir choisi cette vie, jamais. Pas un seul instant. J'avais peur avant, admet Cade. Que tu te réveilles un jour et que tu réalises que tu avais épousé un vagabond qui n'avait pas grand-chose à offrir, sauf des mains calleuses et un refus obstiné d'abandonner. Que tu méritais mieux qu'un homme qui pouvait à peine écrire une lettre correcte, qui n'avait pas de manière raffinée ni d'éducation. Tu m'as offert tout ce qui comptait, dit fermement Nora. La loyauté, l'amour et le partenariat. Tu as été là tous les jours, Cade. Pas seulement ces premières semaines où tu trouvais des excuses pour changer de chevaux. Chaque jour pendant 22 ans, tu as été là. C'est ça qui compte. Ils avaient construit quelque chose de durable, pensa-t-elle. Pas seulement le ranch, bien qu'il soit solide et prospère, mais une famille, un héritage, un amour qui avait résisté au temps et aux épreuves, et qui en était sorti plus fort. Ils avaient pris un risque l'un pour l'autre au milieu du désert, quand aucun des deux n'avait la garantie que ça marcherait, et ils l'avaient fait marcher, par pure détermination et affection sincère. Caroline se maria en 1886 avec le fils d'un banquier de Las Vegas. Il respectait son intelligence et soutenait ses ambitions. Elle ne déménagea pas loin, juste en ville, et elle continua de gérer les comptes et les affaires du ranch. Son mari, Robert, avait un bon sens des investissements. Il aida la famille à se diversifier en plaçant de l'argent dans l'immobilier et les intérêts miniers, ce qui offrit une sécurité supplémentaire. Thomas décéda paisiblement dans son sommeil en 1887, à l'âge de 65 ans. Il avait vécu pour voir ses petits-enfants grandir et s'épanouir, pour voir le relais qu'il avait autrefois eu du mal à entretenir se transformer en un ranch prospère. Catherine resta dans la maison en ville mais demeura proche de la famille, une présence aimée lors des fêtes et des célébrations. La perte de son père frappa durement Nora. Il avait été une présence constante dans sa vie. L'ancre qu'il avait maintenue stable après la mort de sa mère et les années difficiles qui suivirent. Cade la soutint dans son deuil. Il comprenait que parfois, le seul réconfort était simplement d'être présent. « Il était fier de toi, lui dit Cade un soir, alors qu'ils étaient assis dans le crépuscule naissant. Fier de ce que tu as construit, de qui tu es devenu. Il m'a dit un jour que me laisser t'épouser était la meilleure décision commerciale qu'il ait jamais prise, parce que cela signifiait qu'il te voyait heureuse. Il t'aimait bien dès le début, dit Nora avec un sourire larmoyant. Il a juste fait semblant d'être sceptique pour te tester. Il m'a dit plus tard qu'il savait que tu étais quelqu'un de bien. Le jour où tu as mis toutes tes économies sur la table et que tu as offert de tout risquer pour un relais et une fille que tu connaissais à peine. Les années continuèrent de passer, marquées par les rythmes habituels de la vie du ranch et de la famille. Sam, maintenant adolescent, se révéla être le dresseur de chevaux le plus talentueux des 3 enfants, avec un don qui frisait le surnaturel. Tommy et Elizabeth eurent 3 enfants, agrandissant encore la famille. Caroline et Robert eurent des filles jumelles, des filles aux yeux vifs qui rappelaient à tout le monde leur mère. Cade et Nora entrèrent dans la cinquantaine. Ils travaillaient toujours, mais laissaient progressivement la jeune génération prendre plus de responsabilités. Leurs cheveux grisonnèrent, leurs articulations leur faisaient mal les matins froids, mais leur partenariat resta aussi solide que jamais. Ils avaient appris au fil des décennies à communiquer par des signes, à naviguer les conflits avec une aisance experte, à apprécier les petites intimités quotidiennes qui composent une vie partagée. Par un après-midi chaud de juillet 1892, Nora se tenait près du puits, tirant de l'eau, exactement comme elle le faisait 30 ans plus tôt quand Cade l'avait vue pour la première fois. Elle avait maintenant 50 ans. Ses cheveux étaient plus argentés que bruns. Ses mains étaient rugueuses après des décennies de travail. Mais quand elle entendit des bruits de sabots et leva les yeux pour voir Cade arriver du pâturage lointain, son cœur fit encore ce petit bond, ce frémissement de reconnaissance et d'amour. Il descendit de cheval et s'approcha d'elle. Il se déplaçait avec la légère raideur d'un homme à la fin de la cinquantaine qui avait passé la majeure partie de sa vie à cheval. Mais son sourire était le même, et ses yeux avaient toujours cette nuance particulière de bleu ciel de l'aube. « Besoin d'aide avec ce seau d'eau ?» demanda-t-il, répétant quelque chose qu'il avait dit 1000 fois au fil des ans. « Je tire de l'eau depuis 3 décennies, répondit Nora avec une fausse sévérité. Je pense que je peux me débrouiller. Peut-être que je voulais juste une excuse pour te parler. »
Il prit quand même le seau de ses mains et le porta vers la maison. Je t'ai déjà dit que je suis tombé amoureux de toi la première fois que je t'ai vu tirer de l'eau. Tu avais de l'air si forte, si capable et si belle. Et j'ai pensé, voilà une femme pour qui ça vaut la peine de changer de chevaux. Tu l'as mentionné une ou deux fois, dit Nora en le suivant avec un sourire. Peut-être un millier de fois. Ça vaut la peine de le répéter. Certaines choses valent la peine d'être répétées. Il posa le seau et se tourna vers elle, prenant ses mains rugueuses dans les siennes. Il y a 30 ans, ce mois-ci, je suis arrivé à un relais sans aucune bonne raison, sauf que je voulais voir ton visage. La meilleure décision que j'ai jamais prise. La deuxième meilleure, corrigea Nora. La meilleure décision a été de revenir, de choisir de rester, de construire cette vie avec moi. Juste. Il la serra contre lui, et ils restèrent ensemble dans la chaleur du Nevada. Entourés par le ranch qu'ils avaient construit, la famille qu'ils avaient élevée, la vie qu'ils avaient créée à partir de rien, si ce n'est de la détermination et de l'amour. Ce soir-là, toute la famille se réunit pour le dîner, une tradition hebdomadaire qu'ils avaient maintenue pendant des années. La maison était bruyante et pleine, les enfants couraient partout, les conversations se chevauchaient, l'odeur de viande rôtie et de pain cuit emplissait l'air. Tommy et Elizabeth, Carolyn et Robert, Sam, qui courtisait une fille de la ville, mais n'était pas encore prêt à annoncer quoi que ce soit d'officiel. Les petits-enfants de différents âges et stades. Catherine, maintenant septuagénaire, mais toujours vive d'esprit et présente. Cade regarda autour de la table toutes ces personnes qui existaient. Parce qu'il avait décidé, il y a 30 ans, de tenter sa chance avec une fille dans un relais. Parce qu'il était revenu jour après jour, trouvant des excuses pour changer de chevaux. Parce que Nora avait choisi de croire aux promesses d'un vagabond et de construire un avenir sur la foi et le travail acharné. Je veux dire quelque chose, annonça-t-il, et la table se calma progressivement. Il y a 30 ans aujourd'hui, j'ai rencontré votre mère, dit-il en s'adressant à ses 3 enfants. J'étais en reconnaissance pour un convoi de bétail et je me suis arrêté au relais de Red Rock pour changer de chevaux. Et elle était là, tirant de l'eau comme si ça ne pesait rien. Elle ressemblait à tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je suis revenu sans cesse, inventant des excuses, faisant des miles de détours juste pour revoir son visage. On connaît l'histoire, papa, dit Tommy avec une exaspération affectueuse. Laissez faire un vieil homme, parce que le but de l'histoire n'est pas seulement que j'ai eu la chance de la trouver. Le but, c'est que j'ai choisi de revenir, qu'elle a choisi d'attendre, que nous avons choisi chaque jour de construire ça ensemble. Vous tous, il fit un geste autour de la table, êtes le résultat de ces choix. Ce ranch, cette famille, cette vie. Tout a commencé parce qu'aucun de nous n'a eu peur de tenter sa chance. Nora tendit la main et serra la sienne, ses yeux brillants d'émotion. Ce que votre père essaye de dire, c'est que l'amour est un choix. Les papillons et les cœurs qui s'emballent, c'est bien. Mais le véritable amour, c'est de choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile, même quand cela signifie des sacrifices, des compromis et de surmonter les désaccords. Nous avons eu 30 ans à nous choisir l'un l'autre, et je referai tout sans hésiter. La famille leva ses verres pour porter un toast. Les petits-enfants se joignirent avec leur lait et leur eau. Tout le monde reconnaissant la fondation que Cade et Nora avaient posée, l'exemple qu'ils avaient donné. Plus tard, quand la vaisselle fut faite, que les invités furent partis et que la maison fut enfin calme. Cade et Nora sortirent pour regarder les étoiles. La nuit du désert était fraîche, un soulagement après la chaleur de la journée, et le ciel était si clair que la voie lactée s'étendait au-dessus comme une rivière de lumière. « Tu penses qu'on en aura 30 de plus? » demanda Nora, s'appuyant contre son mari. « J'y compte bien, » répondit Cade, « même si on bougera un peu plus lentement. On aura besoin de quelques siestes de plus l'après-midi. » Elle rit, le son se propageant à travers la terre silencieuse. « Tu te souviens quand on pouvait travailler de l'aube au crépuscule sans y penser à deux fois? Quand rester debout toute la nuit avec un cheval malade ou un bébé qui pleure ne nous laissait pas épuisés pendant des jours. On n'est plus aussi jeune qu'avant, admet Cade. Mais je préfère ce que nous avons maintenant à la jeunesse, n'importe quel jour. Je préférerais être vieux avec toi que jeune sans toi. » Ils se tenaient ensemble dans l'obscurité, à l'aise dans le silence, regardant les étoiles tourner au-dessus d'eux. Autour d'eux, le ranch était calme, sauf pour le bruit occasionnel d'un cheval bougeant dans l'écurie, le cri lointain d'un coyote.
Cette terre qui avait semblé si rude et impitoyable quand ils avaient commencé était devenue leur foyer, aussi familière que les battements de leur propre cœur. Je t'aime, dit simplement Nora. Je pense que je l'ai dit 1000 fois, mais ça ne semble jamais assez. Je t'aime, Kate Anderson. Je t'aimais quand tu étais un jeune convoyeur inventant des excuses pour changer de chevaux. Je t'aime maintenant, les cheveux gris, les articulations raides, et toujours le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je t'aime aussi, répondit-il. Alors, maintenant, toujours. Tu es de la raison pour laquelle j'ai arrêté d'errer. Tu es de la raison pour laquelle j'ai appris ce que signifie un foyer. Ils retournèrent à la maison main dans la main, se déplaçant lentement, savourant l'air frais de la nuit en présence l'un de l'autre. À l'intérieur, ils se préparèrent pour la nuit avec l'aisance d'une longue pratique, se déplaçant l'un autour de l'autre dans le petit espace, à l'aise avec les rythmes qu'ils avaient établis au fil des décennies. Alors qu'ils s'allongeaient ensemble, Nora pensa à la jeune fille qu'elle avait été il y a 30 ans, debout au relais, regardant un cow-boy arriver sans aucune bonne raison. Cette fille s'était sentie seule sans tout à fait l'admettre. Elle avait travaillé dur sans savoir vers quoi elle travaillait. Cette fille avait tenté sa chance sur les promesses d'un étranger, et elle avait été récompensée au-delà de ses rêves les plus fous. Merci, murmura-t-elle dans l'obscurité. Pourquoi? Demanda Cade, somnolent. D'être revenu, d'être resté, d'avoir construit cette vie avec moi. Pour 30 ans à me choisir chaque jour. Le choix le plus facile que j'ai jamais fait, murmura-t-il en la serrant plus fort. Ils s'endormirent enlacés. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et qui avaient construit quelque chose de durable au milieu du désert. Dehors, les étoiles tournaient au-dessus, inchangées et immuables. À l'intérieur, deux cœurs battaient en rythme synchronisé. Le produit de 3 décennies d'amour, de partenariat et de choix quotidiens. Le lendemain matin se leva, clair et chaud, comme les matins ont tendance à l'être au Nevada. Cad se réveilla le premier, comme d'habitude. Il resta un moment à regarder sa femme dormir. Même dans son sommeil, elle avait l'air forte, capable, belle. Il pensa à tous les matins qu'ils avaient partagés, tous les jours, les nuits et les saisons. Il pensa à 3 enfants élevés, un ranch bâti à partir de rien, un amour qui n'avait fait que s'approfondir avec le temps. Nora s'agita et ouvrit les yeux. Elle se concentra immédiatement sur lui avec la vivacité de quelqu'un habitué à se réveiller face à des exigences et des crises. Mais il n'y avait pas de crise ce matin, juste un autre jour au ranch, un autre jour de leur vie ensemble. « Bonjour, dit-elle en souriant. « Bonjour, répondit-il en lui embrassant le front. « Prêt pour une autre journée avec toi, toujours. » Ils se levèrent, s'habillèrent et commencèrent les routines familières qui structuraient leur journée. Nourrir les chevaux, vérifier les abreuvoirs, consulter Tommy sur les programmes d'entraînement, examiner les comptes avec Caroline quand elle passait. Sam arriva après le petit déjeuner, plein d'enthousiasme pour un nouveau poulain avec lequel il travaillait. Les petits-enfants passèrent à différents moments, apportant bruit et énergie. C'était une journée ordinaire, du genre de celle qu'ils avaient vécue des milliers de fois. Mais l'ordinaire, Gail l'avait appris, était un cadeau. Après des années d'errance et d'incertitude, de longues nuits solitaires à dormir sous les étoiles sans destination en tête. Les simples rythmes quotidiens de la famille, du travail et du foyer étaient précieux au-delà de toute mesure. À 2 heures de l'après-midi, il trouva Nora dans la grange, organisant les harnais. Sans rien dire, il s'approcha et lui prit la main. Il l'entraîna dehors, sous le soleil éclatant. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en riant. « Il est 2h30, dit-il. Il y a 30 ans, c'était l'heure à laquelle j'arrivais chaque jour juste pour voir ton visage, juste pour avoir quelques minutes avec toi. Je ne veux pas prendre ça pour acquis, même maintenant. » Elle secoua la tête, mais ses yeux étaient doux. « Tu es sentimental dans tes vieux jours. »« Peut-être, mais je veux que tu saches que je le ressens encore. Ce bond dans ma poitrine quand je te vois. Cette certitude que je suis exactement là où je suis censé être. Le temps n'a pas changé ça, Nora. Au contraire, il l'a rendu plus fort. Je le ressens aussi, admit-elle. Chaque jour où tu reviens des pâturages ou que tu entres dans une pièce. Et je pense, le voilà. L'homme que j'ai choisi, l'homme qui m'a choisi. La vie que nous avons construite ensemble. Ils restèrent là sous le soleil de l'après-midi, les mains jointes, entourés par les preuves du travail de leur vie. Les granges et les corrals, les chevaux en bonne santé,
La maison qui avait commencé petite et qui avait grandi avec leur famille. Le son des rires de leurs petits-enfants flottant de quelque part à proximité. Les montagnes violettes au loin, le désert s'étendant, vaste et magnifique sous le ciel infini. C'est à ça que ressemblait l'amour après 30 ans, pensa Cade. Pas l'urgence haletante de ses premiers jours, bien que des échos en subsistent, mais quelque chose de plus profond et de plus durable. Un partenariat forgé par le travail partagé, la joie partagée et le chagrin partagé. Un engagement renouvelé quotidiennement par 10 000 petits actes de gentillesse et de considération. Un foyer construit non seulement de bois et de pierre, mais de confiance, de respect et d'affection sincère. Je referai tout, dit Nora, comme si elle lisait dans ses pensées. Chaque journée difficile, chaque souci, chaque moment de doute. Je referai tout pour ça, pour toi, pour ce que nous avons créé ensemble. Moi aussi, acquiesça Cade sans hésitation, sans regret. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été d'arriver à un relais au Nevada il y a 30 ans et de décider que la fille qui tirait de l'eau valait la peine de revenir. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de te croire quand tu as dit que tu reviendrais, répondit Nora. Et puis de te choisir chaque jour après ça. Ils retournèrent finalement au travail, car il y a toujours du travail à faire dans un ranch. Mais ils passèrent le reste de l'après-midi avec une conscience renouvelée de leur bénédiction. Une gratitude pour les miracles ordinaires d'un long partenariat et d'un amour durable. Cette nuit-là, après le dîner et les corvées, et après que les petits-enfants eurent été récupérés par leurs parents, et que la maison fut de nouveau silencieuse, Cade et Nora s'assirent sur le porche et regardèrent le soleil se coucher. C'était quelque chose qu'ils faisaient la plupart des soirs. Ce moment de calme ensemble à la fin de la journée. Un rituel aussi établi que n'importe quel autre dans leur routine bien rodée. « Tu sais de quoi je suis reconnaissante ?» demanda Nora, brisant le silence confortable. « De quoi? Que tu aies été têtu, que tu sois revenu jour après jour, même quand il n'y avait aucune vraie raison. Que tu n'aies pas abandonné quand il aurait été plus facile de passer à la ville suivante, au travail suivant, au joli visage suivant. Ton entêtement nous a donné ça. » Cade sourit. « Mon entêtement et le tien. Tu aurais pu me rejeter comme un simple vagabond. Tu aurais pu protéger ton cœur, jouer la sécurité. Mais tu as pris un risque. Tu m'as laissé entrer. Ton courage nous a donné ça, tout autant que mon entêtement. Peut-être que nous avions tous les deux raison. Têtus et courageux de la manière dont nous devions l'être. Peut-être que nous étions exactement ce dont l'autre avait besoin, dit Cade. Exactement au bon moment, exactement au bon endroit. Même si cet endroit était le milieu du désert du Nevada. Le soleil sombra sous l'horizon, peignant le ciel de brillants oranges, roses et violets. La température chuta rapidement, comme toujours dans le désert. La chaleur de la journée se dissipant dans le vide immense. Les étoiles commencèrent à apparaître une par une, jusqu'à ce que le ciel en soit rempli. Ils restèrent assis ensemble jusqu'à ce que la nuit soit complètement noire et que la température ait suffisamment baissé pour les pousser à rentrer. Ils se préparèrent pour la nuit, dit une bonne nuit à Sam, qui restait dans son ancienne chambre, et se retirèrent dans leur propre chambre. Dans l'obscurité, Nora pensa à toutes les nuits qu'ils avaient partagées, toutes les fois où ils s'étaient couchés ensemble à la fin d'une longue journée. Des milliers et des milliers de nuits, chacune un petit miracle de compagnie et d'intimité. Elle pensa à la jeune femme qu'elle avait été, incertaine de ce que son avenir lui réservait, travaillant dans un relais au milieu de nulle part. Cette femme avait espéré quelque chose de plus, même si elle n'aurait pas pu articuler ce que ce plus pouvait être. Et puis un cow-boy était arrivé un après-midi et tout avait changé. « Cade, murmura-t-elle. Oui, merci de m'avoir vu, de m'avoir vraiment vu. Pas seulement le travail que je faisais ou l'aide utile que je pouvais fournir. Merci d'avoir vu quelque chose qui valait la peine de revenir. » Il se tourna pour lui faire face, bien qu'il fasse trop sombre pour voir plus que des silhouettes. Il y avait toujours quelque chose qui valait la peine de revenir. Dès le tout premier jour, tu étais forte, belle et capable. Mais il y avait aussi quelque chose dans tes yeux, une sorte de solitude qui correspondait à la mienne. Peut-être une recherche de quelque chose de plus. J'ai vu ça et j'ai pensé, peut-être. Peut-être que ça pourrait être quelque chose. Peut-être qu'elle est ce que je cherchais sans le savoir. Je cherchais aussi, admit Nora.
Je ne m'en suis rendu compte que lorsque tu es arrivé, mais je cherchais exactement ça, exactement toi. » Ils s'endormirent en se tenant la main, comme ils le faisaient depuis 30 ans. Les doigts entrelacés sous les couvertures, deux personnes qui s'étaient trouvées au milieu de nulle part et qui avaient tout construit à partir de cette connexion initiale. Deux personnes qui avaient choisi l'amour, le partenariat et le travail acharné, qui avaient surmonté les tempêtes et célébré les joies, qui avaient élevé des enfants et bâti un héritage. Dans les années qui suivirent, ils continuèrent leur vie ensemble, passant progressivement à la vieillesse avec grâce et bonne humeur. Les cheveux de Cade devinrent complètement blancs et il se déplaçait plus lentement. Mais il passait encore chaque jour à travailler avec les chevaux qu'il aimait. Les mains de Nora devinrent plus arthritiques, mais elle gérait toujours la maison et tenait des registres méticuleux des opérations du ranch. Ils virent leurs petits-enfants grandir et commencer à avoir leurs propres enfants. Ils célébrèrent des anniversaires, des fêtes et les petites victoires quotidiennes qui composent une vie. Ils firent face à des pertes aussi. La mort d'amis et de voisins, le décès de Catherine à 81 ans, les chagrins inévitables qui viennent avec le temps. Mais à travers tout cela, ils savaient l'un l'autre. Le partenariat forgé dans ces premiers jours au relais ne fit que se renforcer avec les années. Ils apprirent à lire les humeurs de l'autre d'un seul regard, à apporter leur soutien sans qu'on le leur demande, à rire de souvenirs partagés qui n'avaient besoin d'aucune explication. Pour leur 40e anniversaire en 1904, la famille organisa une grande fête. Le ranch était rempli d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Une famille élargie tentaculaire qui avait grandi à partir de cette décision initiale de Cade de continuer à revenir pour voir le visage d'une fille. Tommy avait maintenant 41 ans et dirigeait entièrement le ranch avec l'aide de Sam. Caroline avait 39 ans, ses filles étaient grandes et aidaient à gérer le côté commercial. Sam avait 31 ans, enfin marié à la fille qu'il courtisait depuis des années avec ses propres enfants. Cade, à 67 ans, se déplaçait avec raideur après des décennies de chevauchée difficiles et de travail encore plus dur. Nora, à 62 ans, avait les cheveux gris et des rides de rire profondes autour des yeux. Mais quand ils se regardèrent à travers la cour bondée, au-delà de toutes les personnes venues célébrer avec eux, leurs yeux avaient toujours cette même étincelle de reconnaissance et d'amour. 40 ans, dit Cade dans son discours, sa voix portant à travers la foule rassemblée. 40 ans que j'ai épousé la femme qui a tout changé. Les gens parlent toujours du coup de foudre, de savoir immédiatement quand on a trouvé la bonne personne. Et peut-être qu'il y a du vrai là-dedans, mais je pense que le véritable amour, l'amour durable, se construit jour après jour. Il se construit dans les petits moments, les conversations tranquilles, le travail partagé et les rêves partagés. Il se construit à travers les moments difficiles, quand on choisit de rester et de résoudre les problèmes au lieu de s'en aller. Il se construit par le sacrifice, le compromis et en étant présent chaque jour, prêt à se choisir à nouveau. Il fit une pause regardant directement Nora. Cette femme a été ma partenaire dans tous les sens du terme. Nous avons construit ce ranch ensemble, élevé 3 enfants incroyables ensemble, surmonté les sécheresses et les catastrophes ensemble. Elle a été ma meilleure amie, ma confidente, mon amour, mon foyer. Chaque choix que j'ai fait au cours des 42 dernières années, depuis que je suis entré pour la première fois dans un relais et que j'ai vu son visage, en valait la peine. Parce qu'il m'a mené à ce moment, à cette vie, à elle. Il n'y avait pas un œil sec dans la foule. Nora se leva et se dirigea vers son mari, prenant ses mains dans les siennes. « J'avais 19 ans, dit-elle, sa voix forte malgré son émotion. Je travaillais dans un relais avec mon père, tirant de l'eau et échangeant des chevaux pour des voyageurs que je ne reverrais jamais. Je pensais que c'était ma vie et je m'en étais accommodé. Et puis ce cowboy a commencé à se montrer chaque après-midi à exactement 2h30. Il n'avait pas besoin de changer de chevaux tous les jours. Il faisait des miles de détours, mais il revenait sans cesse. Et j'ai commencé à réaliser qu'il revenait pour moi. » Elle sourit à Cade, ses yeux brillants. « Tu m'as appris ce que signifie être vraiment vu et apprécié. Tu m'as appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique quotidienne. Tu m'as appris que le foyer n'est pas un lieu, mais une personne, celle avec qui tu choisis de construire une vie. Ces 40 années ont été la plus grande aventure de ma vie et je n'en échangerai pas un seul jour.
Ils s'embrassèrent sous les acclamations de la foule. Et si le baiser était plus doux que ces étreintes passionnées de leur jeunesse, il n'en était pas moins significatif. C'était un amour tempéré par le temps, renforcé par les épreuves, adouci par une histoire partagée. La fête se poursuivit tard dans la soirée avec de la musique, de la danse et des histoires. Les petits-enfants réclamaient des histoires du bon vieux temps. Sur le relais, les convois de bétail et à quoi ressemblait Las Vegas quand ce n'était guère plus que quelques bâtiments dans le désert. Cade et Nora racontèrent les histoires qu'ils avaient racontées 100 fois auparavant, mais ils ne se lassaient jamais de les raconter. Jamais lassés de se souvenir de ces premiers jours où ils étaient jeunes, où tout était incertain, et où tout ce qu'ils avaient était la détermination et l'espoir l'un dans l'autre. Alors que la nuit s'approfondissait et que les invités commençaient à partir, Cade et Nora se retrouvèrent de nouveau seuls, assis sur le porche de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Les mêmes étoiles tournaient au-dessus d'eux, celles qui avaient observé leur cours 40 ans plus tôt. « Fatiguée ?» demanda Cade. « Épuisée », admit Nora. « Mais heureuse. Tellement heureuse. Moi aussi. » Il prit sa main, sa poigne toujours forte malgré ses années. « Tu sais à quoi je pense parfois? À quel point tout aurait pu être différent. Si on m'avait assigné une autre route, si tu avais été moins gentil avec un cow-boy poussiéreux, si l'un de nous avait eu trop peur de tenter sa chance, toutes les façons dont nous aurions pu ne jamais nous trouver. Mais nous nous sommes trouvés, dit fermement Nora. Toutes ces possibilités n'ont pas d'importance parce que c'est celle-ci qui s'est produite. C'est de la vie que nous avons créée. Et ça a été une belle vie, Cade, meilleure que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La meilleure, acquiesça-t-il. Ils s'assirent dans un silence confortable, les mains jointes, entourés par les preuves de leur vie partagée. Le ranch prospérant sous la direction de Tommy et Sam. La famille nombreuse, aimante et soudée. L'héritage qu'ils avaient bâti non seulement en biens et en affaires, mais en valeurs transmises de génération en génération. L'exemple qu'ils avaient donné de ce à quoi le partenariat et l'engagement pouvaient ressembler. Quand deux personnes se choisissaient chaque jour, finalement ils rentrèrent, se déplaçant lentement, s'aidant mutuellement à monter les marches. Ils se préparèrent pour la nuit avec l'aisance experte de décennies, à l'aise avec chaque aspect de l'autre. Et quand ils s'allongèrent enfin, enlacés dans les bras l'un de l'autre, comme ils l'avaient fait pendant 40 ans, tous deux ressentirent la profonde gratitude d'avoir vécu une vie pleine avec exactement la bonne personne. « Je t'aime », murmura Nora dans l'obscurité. « Toujours, à jamais. »« Pour toujours », répéta Cade. « Ça me semble juste. » Et le matin, ils se réveilleraient ensemble, comme ils l'avaient fait pendant plus de 14 000 matins auparavant. Ils commenceraient une autre journée de la vie qu'ils avaient construite, entourés de famille et de buts, et de l'amour durable qui les avait soutenus pendant 4 décennies. Ils travailleraient, riraient et s'assieraient ensemble pour regarder le soleil se coucher sur le désert. Parce qu'il y a 42 ans, un cow-boy était arrivé à un relais et avait décidé que la fille qui tirait de l'eau valait la peine de revenir. Et il y a 42 ans, cette fille avait choisi de croire aux promesses d'un vagabond. Et ensemble, ils avaient construit une histoire d'amour qui durerait. Non seulement pour leur vie, mais dans les souvenirs et les exemples transmis de génération en génération de la famille qu'ils avaient créée ensemble. C'était ça, le véritable héritage, pensa Nora en s'endormant. Pas la terre, ni les chevaux, ni l'argent qu'ils avaient accumulé. Le véritable héritage était de montrer à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à quoi ressemblait un amour engagé. Ce que cela signifiait de choisir quelqu'un chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce que cela signifiait de construire une vie ensemble, brique par brique, jour après jour, jusqu'à ce que vous ayez créé quelque chose de plus fort que ce que l'un ou l'autre aurait pu gérer seul. La nuit du désert était silencieuse, à l'exception des bruits habituels des chevaux bougeant dans la grange. Le hurlement lointain